Visual Studio Talk Show. Visual Studio Talk Show est une présentation de la communauté .NET Montréal et de .NET Expertise. Visual Studio Talk Show. Bienvenue à une nouvelle émission du Visual Studio Talk Show, le podcast où on discute de construction et d'architecture logicielle. Avec la plateforme .NET? Non, on élargit nos horizons. C'est vrai qu'on a des sujets comme le dernier podcast où, en fait, on parlait pas nécessairement de technologie, mais d'aspect humain. Puis suite à ça, je pense qu'on a reçu un courriel. Oui, c'est vrai. La dernière émission, comme tu disais, elle était pas sur la technologie, elle était beaucoup plus sur le concept d'équipe. Puis on se posait la question, est-ce que ça va vraiment inciter les gens à lire le livre? Je pense, que toi, tu as été fortement incité à lire. Écoute, moi, je suis arrivé chez moi ce soir-là, j'ai commandé sur Amazon, puis je l'ai lu en fait, c'est un petit bouquin, là, je l'ai lu en quelques heures, là, une soirée, là, puis le lendemain, une couple d'heures, là, puis j'avais terminé. Donc c'est intéressant. On aimerait avoir du feedback des auditeurs quand on traite de sujets qui ne sont pas technologiques. Est-ce que ça vous intéresse? En tout cas, ça semble intéresser certains de nos auditeurs parce qu'il y a quelqu'un qui nous a écrit pour nous dire qu'elle va sûrement lire le livre. Puis un des commentaires qu'elle nous disait, je vais juste reprendre la phrase, elle faisait une analogie avec les espaces et les virgules. Donc, ce qu'elle dit, c'est par contre, d'autres personnes possèdent une vision élargie ou une intelligence émotionnelle qui offre la capacité de lire entre les lignes et d'accorder une valeur au non-dit. Tout comme dans un texte, les espaces entre les mots et les virgules ont leur raison d'être. Donc, puis je trouvais cette analogie-là intéressante parce que effectivement, dans la dynamique d'une équipe, puis vraiment comprendre ce qui marche, ce qui marche pas, c'est souvent le non-dit qui a C'est le non-dit qui est plus. Mais ce soir, on a un sujet qui est technologique. Oui, on vient à nos amours quand même. Oui, absolument. Avec nous, Dominique Sévigny. Salut Mario, salut Guy. Salut, ça va bien? Oui. On va parler de jQuery. Oui, qui est une petite nouveauté dans le monde Microsoft. Donc, c'est une nouveauté, oui. Pour beaucoup de monde, c'est une nouveauté, mais c'est pas si nouveau que ça. C'est quand même une librairie bien établie. Ouais. Écoute, t'es un habitué d'émission, là. Ouais. Combien de fois, là? 3 fois? Je pense que ça fait 2-3 fois, exactement. Ouais. C'est un peu comme dans la communauté .NET de Montréal, t'es bien connu. Parce que ça fait depuis quoi? Au moins 7, 8, 9 ans que 1998. Donc, ça fait 11 ans que tu fais des présentations. Ouais, déjà, ça vieillit, mais bon. Donc, juste pour la petite histoire, en 98, tu faisais des présentations sur quel type de technologie? J'ai commencé ma première présentation avec Ajax. Aussi bizarre que ça puisse apparaître. Ça s'appelait pas Ajax, ça s'appelait pas Ajax. C'était, dans les tout débuts, là, ils appelaient ça du remoting, bon, je perds le nom, là. Mais, c'était une composante que Microsoft avait développée, qu'on utilisait dans Internet Explorer. Donc, qui permettait en background de faire des appels au serveur. Exactement. C'est en utilisant encore le même objet XML HTTP request. Est-ce que c'était là à l'époque, de IE? Ouais, ça a commencé avec Exchange 5.5 avec Outlook Web Access ou le premier application Ajax. Moi, je me suis lancé là-dedans. C'était une des premières présentations. Tout le monde me disait, ça marchera pas, qu'est-ce que tu fais là, oublie ça. C'est drôle, mais bon, ça a changé beaucoup. Et c'est drôle parce que le sujet d'aujourd'hui, jQuery, vient justement dans la philosophie Ajax de Microsoft. Donc, on pourra en discuter un petit peu plus tantôt. Oui, hein. Donc, pour la petite histoire, ça fait quoi? Plus de 10 ans que tu présentes dans la communauté .NET de Montréal. T'es un des fondateurs de Run That Server. Oui. Donc, t'es un runneux. Oui, c'est ça. On fait beaucoup de choses. Beaucoup de présentations, entreprises. C'est une firme qui est spécialisée dans tout ce qui touche Développement web. Silverlight. Silverlight depuis quelques temps. On s'est spécialisé évidemment au niveau développement web avec mon partenaire Laurent Duveau. Beaucoup à ASP.NET, beaucoup à Ajax, mais je vous cacherai pas que notre tentation s'en va évidemment vers Silverlight. On y croit énormément et on donne un training, le Silverlight Tour, on donne du training custom, on fait du développement, consultation, formation, coaching. Donc je vous dirais que c'est pas mal l'avenir où on veut s'en aller, sauf que évidemment c'est pas encore entré dans les business encore beaucoup. Donc je vous dirais qu'on étudie la technologie à fond. Donc, mais Mario, à Montréal, s'il y a une firme qui est spécialisée en Silverlight,
c'est Run at Server. Là. Évidemment, il faut donner crédit à Laurent, donc c'est lui qui s'est donné à fond depuis les premières versions de bêta. Donc c'est l'expert là-dedans, c'est lui qui est formateur. Donc je vous dirais que oui, on a quand même une bonne expertise là-dedans. Puis la formation, vous la donnez au travers du Canada et même en Europe. Ouais, on dessert le Canada en anglais, donc Ottawa, Vancouver, Halifax, Québec, Montréal, on la donne à Paris. Et là, on est en train de développer la Belgique et la Suisse. Donc, ça devrait se faire au courant de l'année 2009, cet automne ou hiver 2010. Donc, on a l'exclusivité de tout ce qui est francophone et anglophone canadien. Donc, c'est ça, on travaille beaucoup avec ça. On a déjà rendu à plus d'une centaine d'heures de formation Silverlight données. Donc, c'est un bon début. Donc, Oui, pour ceux qui sont intéressés à suivre la formation... Oui, allez sur notre site web, runatserver.com, puis vous allez voir, il y a en haut, il y a un lien pour aller sur la formation Silverlight, puis pour une information, écrivez-nous, puis on va être en mesure là, de vous donner toutes les informations. Même s'il y en a qui nous écoutent de Paris, il y en a une déjà de Sidulé en juin, donc j'essaie de nous écrire, on est... Ah oui? Ouais. Dominique, ça fait quoi, plus de 10 ans là, que tu fais du développement logiciel. Ouais. Depuis maintenant un peu plus qu'un an, là, t'es MVP Ouais, là j'entame ma deuxième année. ASP.net. Oui, MVP ASP.net. Je vous cacherai pas que MVP ASP.net, c'est ce que je suis, je vous dirais ce qui me représente depuis plusieurs années. Sauf que je vous dirais que je vais tendre vers le changement de mon MVP en ayant su que maintenant il va y avoir des MVP Silverlight. Donc probablement que ça va être dans mes dernières conférences, podcasts, tout ça orienté HTML, Ajax, ASP.net. Donc probablement que tous mes prochains activités communauté va être vraiment sur tout ce qui est Silverlight. Donc probablement pour ma troisième année, je vais espérer obtenir mon renouvellement au niveau Silverlight. Donc De toute façon, Silverlight, je continue et je le répète, a un brillant futur. Ça, c'est Oui. certain. Absolument, mais c'est pas ça qu'on va parler ce soir. On va parler de jQuery. Donc, je pense qu'il est temps qu'on fasse la pause et on revient pour parler de jQuery. Dominique, on veut parler de jQuery. On a parlé beaucoup de Silverlight. Moi, je suis un peu curieux parce que faut expliquer qu'est-ce qu'est jQuery. Donc, on va commencer par ça, mais je vais quand même te demander s'il y a un lien entre jQuery et Silverlight à un certain niveau. Je sais pas s'il y en a un ou s'il y en a pas. En tout cas, je vais faire comme si je connaissais pas du tout la technologie. Mais commençons par le commencement. Qu'est-ce que c'est jQuery? jQuery, c'est une librairie qui qui est très populaire, qui a été développée par une personne qui s'appelle John Resig. Je sais pas si ça se prononce comme ça, là, R-E-S-I-G. C'est une librairie qui est open source. JavaScript, c'est un API JavaScript pour faire la manipulation du DOM, donc Document Object Model, d'une page HTML. On parle pas de technologie serveur, ASP.NET, PHP, tout ça. C'est une librairie JavaScript qui permet d'être utilisée dans n'importe quel langage de programmation, parce qu'au bout de la ligne, ça s'exécute par quoi? Par ton browser. Donc, si on a des auditeurs là qui sont pas très familiers avec le modèle web, qui font plus, par exemple, du développement Windows, ils sont quand même assez intelligents pour comprendre que quand on va sur le web, il y a une page qui est générée sur un serveur et qui est retransmise dans ton navigateur, dans ton browser. Ouais, cette page-là, c'est une page HTML, mais à cause que de plus en plus HTML égale XML, surtout si c'est du XHTML, donc on peut représenter ça sous forme d'une arborescence XML. Et jQuery, sa première finalité, c'est nous permettre de naviguer aisément dans ces nœuds-là. Est-ce que je comprends bien? Ouais, exactement. Un des gros problèmes d'HTML, et à mon avis, ça va rester à vie, c'est qu'HTML, c'est très différent. La structure, entre guillemets, HTML des tags, des balises à travers un document HTML est très difficile à naviguer. Parce que tu peux avoir 4 façons de programmer pour le même résultat visuel. Et cela aussi dans chacun des browsers. Par exemple, IE6, IE7, IE8 interprète l'HTML différent. Donc, imaginez avec ça Firefox, Safari, Opera, tous les autres browsers, c'est l'enfer. Donc, une des choses qu'un programmeur web déteste, programmeur web, je vous dirais de niveau web mais standard, tu sais, qui aime pas ça pousser à fond tout l'apprentissage
du document Object Model, ben il aime pas le JavaScript parce que justement il faut qu'il navigue à travers ces choses-là. Ben, c'est un petit peu plus difficile à débugger. Ben, parce c'est très que, difficile. c'est difficile à débugger. C'est du code qui est exécuté dans le browser. Là. Oui, exactement. Puis il y a pas des bons débuggers. Évidemment, Firefox a un débugger JavaScript qui est le meilleur à mon avis. Avec IE8, Microsoft arrive avec de quoi qui est similaire. Sauf que pour manipuler ton DOM, évidemment, ça prend une plateforme. Ça prend un API, puis jQuery, c'est probablement le meilleur API. Il y en a une dizaine qui existent, dont Microsoft en a un, on va en parler tantôt. C'est un API JavaScript, ça pourrait juste être une séquence, une suite, une collection de routines, des fonctions. Est-ce que les fonctions ont été organisées dans jQuery pour donner l'impression qu'on travaille avec un modèle objet? Non, pas nécessairement. Initialement, c'est des fonctions qui partent toutes d'un root. Tu dis document.ready par exemple, donc sur le load de ta page. C'est un petit peu, je représente ça un petit peu comme du SQL. C'est un genre de langage. Dans une chaîne de caractères, tu vas dire, pour la table, avec le ID ma table, espace, trouve-moi toutes les TR, donc toutes les lignes, 2 points, avec le TD qui se nomme telle chose. Donc, sur une chaîne de caractères, on est capable de targeter directement un tag HTML sans nécessairement avoir à manipuler, à faire des boucles, ainsi de suite. Donc, la librairie jQuery te permet d'accélérer ton développement et de la manipulation de ton code HTML. Puis, faut pas se cacher, c'est pour rendre ton site web le plus dynamique possible. Donc, tout ce que tu fais dans le browser, c'est pour rendre des applications à la Ajax, si on peut dire. Donc, tout ce qui est très dynamique, parce que veut pas, on s'en va là. Silverlight nous pousse à développer des interfaces très dynamiques, mais rester purement, pas de plugin, c'est parce la que façon. Les premiers modèles Ajax, c'est-à-dire, écoute, on fera pas grand-chose de très sophistiqué dans le navigateur, on va faire surtout une requête sur le serveur. Le serveur, lui, va être intelligent, va nous repackager toute une série de tags HTML qu'on va reploguer, nous, dans la page. Sauf que ça demandait qu'on retourne sur le réseau. Puis le réseau, c'est lent. Donc, rapidement, le monde se sont dit, si j'ai déjà l'information à quelque part, je peux-tu la réutiliser puis pas retourner sur le serveur ou sur le réseau? Exactement. C'est un peu à ça que jQuery essayait en premier de satisfaire comme besoin. Exactement. Puis si je reprends ton idée, c'est que Microsoft avec ASP.NET avait développé, par exemple, les contrôles de base server-side pour ASP.NET, par exemple l'Update Panel qui fait exactement ça. Sauf que la construction du HTML est faite sur le serveur et renvoyée au niveau du poste du client. Oui, c'est correct, c'est bon pour le développeur traditionnel qui fait drag and drop, designer, assez standard, sauf que ce n'est pas la meilleure façon. Cependant, pour un développeur ASP.NET, de commencer à travailler avec jQuery, faut comprendre qu'il y a des limitations. Par exemple, le viewState ne maintiendra pas l'état, c'est-à-dire que si tu manipules ton document Object Model sur ton browser et que tu as un bouton standard ASP.NET qui fait un full postback de ta page entière, bien évidemment, l'état de ta page initiale modifié par ton API jQuery, évidemment, ne sera pas maintenu. Donc, je vous dirais qu'il y a certaines limitations, sauf que si on prend par exemple un site comme Dell, si vous naviguez sur le site de Dell, lors de votre expérience d'achat en ligne, vous allez voir certaines features, certaines animations, certaines patterns de navigation. C'est clair, net et précis que pour arriver à faire ça, tu as besoin de quelqu'un qui maîtrise très bien le JavaScript ou simplement utiliser une librairie comme jQuery qui va te permettre de faire ça. Autant de l'animation que du client-side pour appeler certaines méthodes au serveur. Ouais, puis je vais revenir à ton exemple, Mario. Tu disais tout à l'heure que, avec Ajax, on va via HTTP XML aller chercher l'information sur le serveur, on la ramène, mais après ça, qu'est-ce qu'on fait là avec cette information-là? C'était là aussi la problématique. C'est une fois qu'on veut, par exemple, shooter cette information-là dans un tableau, dans une grille ou manipuler cette information-là, c'était plutôt difficile. Exactement. Puis la base du JavaScript n'est pas orienté objet. Donc jQuery et certains frameworks comme celui de Microsoft essaient entre guillemets de représenter des namespaces, des classes, l'héritage. Donc toutes ces choses-là sont très complexes à coder à bras dans JavaScript. Donc les frameworks comme jQuery ou celui de Microsoft fait en sorte que justement tu peux naviguer ton document Object Model de façon efficace, rapide et c'est pas lourd. Chose qui est hyper importante à considérer, c'est que jQuery, c'est 15K. C'est un fichier JavaScript de 15K que tu inclus dans ta page, que ce soit par le script manager, si tu es dans une page ASP.NET, ou un script include standard dans le header de ta page HTML, c'est 15K. Et ça supporte tous les browsers, tu as de l'animation, tu peux faire des requêtes Ajax,
Tu peux faire des navigations dans ton document object model. Pour 15K, je vous dirais, c'est pas lourd. C'est même caché sur ton browser. Il y a même une façon d'inclure la librairie Ajax en mode, entre guillemets, hosting. C'est-à-dire que si toi, tu inclus une librairie à jQuery et que cette librairie-là a déjà été inclue par un autre site web, automatiquement, tu es capable de récupérer, entre guillemets, l'inclusion de cette librairie-là qui a été amenée sur ton poste en cache. Donc, ce 15K-là ne serait même pas chargé sur ton poste à travers un autre site web. Donc, on s'entend, le 15K, il n'y a pas d'impact. Non, il n'y a pas d'impact, mais si tu travailles dans un environnement, on dit qu'il n'y a pas d'impact, mais moi, j'ai déjà vécu des environnements avec encore des lignes 56K où le 15K est important. Donc, on oublie souvent qu'on est gâté en tant que Nord-Américain, oui, là, au niveau de la bande passante puis tout ça, mais quand on se trouve à la campagne, là, où... Faut pas oublier aussi que pour toi, tout seul, le 15K te dérange pas, mais quand t'es Dell puis que tu envoies 15K à beaucoup de browsers, ça veut dire que tu as besoin encore plus de capacité serveur, puis là, ça devient peut-être un enjeu. Ah, mais Dell a les moyens. Puis je pense que jQuery par rapport à la librairie, je dirais JavaScript de Microsoft, c'est son gros avantage. Tu sais que Microsoft de base, c'est 85K compressé, la librairie de base. Il y a plus de choses dedans, je suis d'accord, mais c'est quand même 85K. C'est pas loin de 5 fois plus que la librairie de jQuery. Mais là, Microsoft, il avait justement commencé à bâtir une librairie JavaScript pour donner justement un paradigme orienté à l'art orienté objet, même si on sait que JavaScript c'est un langage fonctionnel dans sa définition initiale, mais on peut quand même donner l'impression qu'on travaille en orienté objet, puis je pense que jQuery fait ça aussi. Oui. Pourquoi, à un moment donné, Microsoft ont décidé de plus continuer à faire évoluer leur travail qu'ils avaient fait et adopter jQuery, ce qui est quand même une des premières fois qu'on voit Microsoft faire ce type de changement radical dans leur façon de faire. Je vais essayer de m'avancer, de donner un petit peu mon opinion sur ce que je crois et ce que j'ai suivi à travers les blogs. Une des personnes qui était responsable du développement du framework Ajax qu'on connaît, qu'on a déjà vu à Montréal, Bertrand Leroy, qui est un Français qui travaille chez Microsoft dans l'équipe Ajax. C'est lui qui a été programme manager pour la Ajax Control Toolkit. Cette librairie-là que Microsoft a développée pour la nouvelle version du framework 4.0. Donc, il voulait faire le développement du framework Ajax client-side. Donc, tous les templates, tout ce que Microsoft se doit de faire, parce qu'évidemment, Yahoo a un framework Ajax client-side. Google en a un. Microsoft, en guillemets, en a pas. Pourquoi? Parce que tout ce qui existait d'Ajax, c'est le framework, c'est server-side. Update Progress, Update Panel. C'est tout des contrôles à la ASP.NET. Maintenant, il se devait de développer un framework client-side. Et ce qu'on a suivi à travers les blogs des personnes qui travaillent dans cet environnement-là, sur le framework 4.0, c'est qu'ils ont commencé à développer leur propre librairie client-side pour dynamiquement modifier le document Object Model HTML. Et on l'a vu à travers les 6 premiers mois, à travers ceux qui bloguaient, qu'à un moment donné, on avait l'impression que c'était redondant. Microsoft était en train carrément de réécrire la librairie de jQuery. Il réinventait la roue, là. Il réinventait la roue, alors que jQuery était déjà adopté, pas juste par les gars de .NET ou peu importe, le monde Microsoft, mais tout le monde qui sont en Java, en PHP, tout ça. Donc, évidemment, faut pas se cacher, l'objectif de Microsoft, c'est d'aller chercher le plus de développeurs possible. Pourquoi ne pas aller avec une librairie qui est déjà connue, la laisser as is, l'intégrer et l'utiliser tel quel. En plus, il y a support 24/24 sur le support standard de Microsoft. Attends un petit peu, là. Oui. jQuery, c'est du open source, là. Le code appartient pas à Microsoft, Non, là. le code appartient pas à personne, sauf qu'il y a rien qui empêche qu'il se peut qu'il y ait des bugs dedans, il se peut qu'il y ait des problèmes. Ouais. Étant donné que ça devient une librairie qui est officiellement déployée avec les produits de Microsoft. Donc, présentement, première fois que ça a été livré officiellement par Microsoft, c'est au niveau ASP.NET MVC. Donc, ASP.NET MVC vient tout juste de faire son release 1.0. Ouais. Intégré à ASP.NET, ils ont pour la première fois livré en même temps dans le package de déploiement ce JavaScript-là. Qui dit Microsoft livre un produit, il doit le supporter. Étant donné qu'il devient librairie officielle, ils doivent le supporter. Comment ça se passe en arrière, je ne sais pas, mais il paraîtrait que c'est eux qui le supportent. Ça veut dire que si tu as un problème avec jQuery, qui est livré avec les produits de Microsoft, Oui. tu peux appeler PSS, donc Product and Support Service, Oui, chez Microsoft, puis ouvrir un appel de support. Oui, tu peux ouvrir un appel de support. Puis évidemment,
l'appel de support doit être ouvert avec une version de jQuery qui est livrée avec la plateforme Visual Studio. Faut pas oublier que, ou avec ASP.NET MVC, faut pas oublier que jQuery, de leur côté, continue le développement, continue d'avancer. Il y a déjà des versions qui sont déjà sorties et qui sont pas encore intégrées à ce que Microsoft fait. Microsoft peut pas faire de release live comme ça rapidement. Donc, eux, ils ont pris une version stable, solide, et c'est celle-là qu'ils supportent. Donc là, je vais me faire l'avocat du diable. Dans le monde open source, on peut faire des branches. Microsoft, là, va sûrement partir une branche de son côté, puis va dénaturer complètement jQuery, puis ça va être quelque chose de complètement différent. Non, ce qu'on sait, ce qu'on a entendu, c'est que Microsoft ne touche pas à jQuery. Et ce qu'on a su, c'est que Microsoft, au contraire, va travailler avec l'équipe de jQuery pour le développement futur. On ne connaît pas les ententes en arrière, c'est sûr. Mais évidemment, étant donné qu'ils supportent, j'imagine qu'ils vont s'assurer que ça soit fait entre guillemets. Donc, ils vont soumettre, par exemple, si Microsoft a une amélioration, quelque chose à apporter à la librairie, ils vont passer comme n'importe quel autre développeur ou société, puis ils vont soumettre l'amélioration. C'est sûr que d'intégrer jQuery à Microsoft dans leurs produits, ça va augmenter la visibilité de jQuery, les bug reports, les suggestions, tout va venir avec. Fait que jQuery est là juste pour grandir, c'est clair. Écoute, c'est juste cet aspect-là, le fait que Microsoft intègre un produit open source, une librairie open source dans leurs produits, et la supporte et suivre le processus d'évolution standard sans faire, comme j'expliquais tout à l'heure, une branche qui va leur appartenir puis qui va éventuellement complètement dénaturer la patente. C'est quelque chose, c'est un changement de philosophie là, du côté de Microsoft. Là. Ça semble, oui, mais à un moment donné, c'est une question de pression des développeurs. Ils ont eu beaucoup de commentaires lors des premières démonstrations du .NET 4.0 d'Ajax. Les gens, à un moment donné, ont dit, pourquoi vous prenez pas la librairie d'Ajax? Ça marche. Ça roule, c'est performant, c'est pas gros. Nous, on aimerait ça que ça soit ça. Quand tu as déjà les développeurs qui sont hyper à jour sur les nouvelles versions de ce qui s'en vient, tu as dit ça, il y a peut-être une raison. Donc, honnêtement, je pense que c'est une très belle initiative. Mais c'est ça, c'est un changement d'attitude de Microsoft. Il y a 5 ou il y a 10 ans, ça aurait jamais arrivé. Déjà, juste que Microsoft ait redéveloppé leur plateforme orienté-objet JavaScript dans le framework Ajax, et jQuery existait déjà, là. Donc, ça prouve déjà que, à quelque part, ils ont fermé les yeux sur les librairies open source lors du premier développement d'Ajax. Et ils ont réouvert les yeux après avoir développé tout ça. Moi, je suis pas si sûr que c'est un si gros changement que ça pour Microsoft. Je pense que c'est, d'un point de vue peut-être mise en marché, visibilité auprès de la communauté, c'est perçu très c'est une ouverture d'esprit, quoi. Mais c'est une ouverture d'esprit, je pense, parce que pour Microsoft, à un moment donné, il y avait plus d'enjeux stratégiques avec la plateforme ASP.NET, la plateforme web telle qu'on la connaît. C'est-à-dire que, je vais m'expliquer. Si à un moment donné, dans le cheminement des dirigeants de Microsoft, tu arrives à la conclusion que la vraie bataille du futur, elle se fera pas sur les tags HTML, elle se fera pas sur le JavaScript, mais elle va se faire sur les rich Internet clients, Silverlight, Flex, Google Gear, et que là, tu as un certain nombre de ressources. Et tu sais que si tu veux bâtir toutes les choses pour supporter encore ASP.NET, parce que tu peux pas quitter cette plateforme-là, tu veux quand même continuer à la supporter, tu veux quand même continuer à avoir des développeurs qui l'utilisent, mais tu voudrais peut-être libérer des ressources pour dire, je veux vous travailler sur Silverlight, je veux pas vous travailler sur une librairie JavaScript. Peut-être qu'à ce moment-là, tu te dis, regarde, non, je vais accepter une librairie open source, ça va être perçu positivement en plus par la communauté, je vais faire un stunt publicitaire avec ça, mais d'un autre côté, il n'y a pas d'enjeu. Puis je vais vous poser la même question. Pourquoi, si on prend d'autres projets open source, tous les projets comme Cruise Control, les projets de gestion de code source, comme Subversion, tous ces types de produits-là qui existaient et qui existent encore, pourquoi Microsoft, quand il était le temps de bâtir un outil pour la gestion du cycle de développement, on parle de Team Foundation Server, Microsoft n'a pas décidé de dire, je vais prendre tous les outils open source et je vais tout bundler ça et faire un package. C'est qu'à quelque part pour Microsoft, si on disait non, stratégiquement, d'un point de vue compétitif, je veux maîtriser mon code source, je veux avoir un avantage concurrentiel sur la compétition, je veux pas que n'importe qui puisse prendre aussi le code source de Subversion et dire, moi aussi j'offre Subversion comme gestionnaire de code source. Donc, à quelque part, Microsoft a décidé de tout rebâtir cette panoplie de logiciels-là, des millions de lignes de code. Ils l'ont pas fait du côté JavaScript parce que tout simplement, à mon avis, il n'y a plus d'enjeu concurrentiel. C'est une technologie qui est vouée à disparaître
Dans le monde Microsoft, on s'entend, d'ici 5 à 10 ans, c'est-à-dire que les développeurs.net vont tous migrer vers Silverlight d'ici une dizaine d'années. Il va continuer à avoir du JavaScript, il va se faire, mais ça va être sur d'autres plateformes, ça va être dans d'autres technologies. Mais tu vois 10 ans à l'avance, des fois, on a je m'avance. Peut-être que je suis complètement dans l'erreur. Dans ton jeune temps, tu développais en COBOL, probablement, puis il s'en fait encore aujourd'hui. C'est plus. Il s'en fait encore aujourd'hui. Je faisais même C à l'origine. Donc, je vous dirais que je suis pas... J'ai pas dit qu'il se ferait pas de JavaScript. On s'entend-tu, par exemple, que sur une plateforme.net, là, aujourd'hui, oui, il y a du monde qui font du C++, mais ce n'est plus le langage prédominant. Non. C'est vraiment, mais ça veut pas dire que partout sur la planète, on va installer le plugin Silverlight. Donc, il y a encore des millions d'endroits, des sites web standards. Un site, pour moi, Silverlight n'est pas là pour faire des sites web. Mais pour amener de l'argent dans les poches de Microsoft, tu te dis juste, ces sites-là qui seront faits en ASP.NET classique ou en web classique, je les laisse à la compétition parce qu'il n'y a plus une grosse partie de l'argent, parce que le gros de l'argent va venir des plateformes riches qui vont être vectorielles. Ouais, là c'est un autre débat parce qu'on peut parler de Windows Form. Moi, j'explique juste que Microsoft, ils sont pas si gentils, ils sont pas si ouverts que ça. C'est juste que pour eux autres, ils disent, regarde, il y a 100 pièces sur la table potentielle à faire, puis le marché-là représente 1 sou. Là, je suis prêt à le laisser aller parce que je veux garder le 99$ et 99 sous qui va être vraiment dans le marché des vectoriels. Bon, revenons à jQuery. Ce qui revient à dire, Dominique, que tu dis, moi, je vais aller vers Silverlight. Pourquoi? Parce que tu vois bien que le marché va tout aller vers là aussi. Non, pas nécessairement. Moi, je trippe Ajax depuis le début, depuis 98. Donc, pourquoi tu veux pas continuer à faire du Ajax puis du jQuery d'abord? Parce que quand tu regardes les possibilités, au niveau interface graphique de ce que Silverlight t'offre, je vous dirais que les possibilités sont 10 fois plus grandes. C'est sûr, ça roule sur le poste du client. Ça roule dans le browser, mais l'exécution se fait sur ton poste. Tandis qu'une page ASP.NET /Ajax jQuery roule dans le browser. Donc, est-ce que ça se peut que dans 10 ans, quand on va voir une page comme ça, on va faire « ça fait tellement années 2000! » C'est pas vrai parce qu'aujourd'hui, tu peux faire les deux. La différence, c'est que ton coût de développement avec jQuery pour faire de quoi similaire à Silverlight va être beaucoup plus de dev. Mais c'est pas tout le monde qui a besoin de faire du Ajax. Des sites web standards à la Amazon, il va en avoir encore tout le temps. Ça changera pas. Moi, je pense que Silverlight est là pour la business, les applications, le média, les jeux, mais est pas là pour le site web public. Et le site web public s'en va vers des pages qui sont dynamiques et non plus full postback à tout bout de champ. Je pense que c'est là que ce marché-là va rester encore. Mais bon, c'est un débat qu'on peut avoir longtemps. Mais tout ça pour dire que moi, je pense pas. Mon point de vue, c'est juste de dire, je suis pas sûr que Microsoft sont si gentils que ça. Bon, Mario, t'as bien expliqué ton point de vue. On peut passer à d'autres choses, là. Tantôt, tu mentionnais que jQuery on pouvait faire des requêtes, finalement, sur le DOM. Oui. Mais tu as aussi mentionné le mot animation à 2 reprises. Mais ça m'intrigue, ça. Si on regarde un petit peu les blocs qui existent, il y a comme 4 grands blocs, un peu plus, mais les principaux. On appelle ça les selectors. On a parlé de la manipulation du Document Object Model. Le bloc s'appelle selectors. On a animation. Tu as une dizaine d'animations de base. Fade in, fade out, slide in, slide out. Tu as comme différentes animations de base que tu peux imbriquer une dans l'autre pour réussir à faire de quoi avec des blocs, des divs, des tables, tout ça, et qui va te donner une richesse au niveau visuel. Ok, c'est pas majeur. Ok, t'as des show, des hide, et ça te permet rapidement, peu importe le browser. Et ça, c'est hyper important parce que c'est très complexe de faire de l'animation en web pur. C'est très complexe. Eux autres, tu as juste à aller chercher un tag HTML puis tu fais juste lui dire slide ou fade, puis automatiquement, il va réagir, peu importe le browser que t'es. Ouais, parce que les autres, ils ont écrit le code. Si c'était tel browser, on fait ça. Si c'était tel browser, on fait ça. Puis exactement. Ils ont fait, eux autres, des switch cases. Ouais, c'est utilisé par des milliers de développeurs. Oui, donc, c'est débugué par des milliers de développeurs. Oui, exactement. C'est une des raisons pourquoi jQuery est très solide, c'est que c'est utilisé dans les grands sites. Je vous le dis, toute l'animation qu'il y a sur le site de Dell lors de votre expérience d'achat est faite avec jQuery. Donc, on voit que c'est très solide, c'est blindé. L'autre bloc, évidemment, c'est le bloc d'Ajax. Donc, oui, c'est correct, Microsoft a inclus jQuery, mais pas pour le framework Ajax qui a été inclus dans jQuery, mais plus pour le côté manipulation du Document Object Model. Mais il existe tout ce que ça prend pour faire du Ajax. C'est-à-dire que t'es pas obligé dans ce cas-là d'avoir du
un service web.net, par exemple. Avec jQuery, tu pourras avoir n'importe quoi en Java, en PHP, n'importe quelle technologie. Du côté serveur. Du côté serveur. Fait que tu peux prendre une page HTML pure, .html, avec jQuery, et n'importe quoi côté serveur. .NET, PHP, Java, ce que tu veux. Et le framework Ajax va te permettre de faire des calls avec l'objet XML HTTP request de façon transparente, encore là, peu importe avec le browser. Dernier bloc important, les plugins. C'est jQuery, c'est la fondation. Mais sur la fondation, tu peux faire différents types de maisons, si on peut dire. Les plugins qui existent à l'intérieur de jQuery, qui sont disponibles sur le site jQuery.com. Par exemple, tu en as un paquet pour faire d'autres animations et effets de base. Tu en as pour faire du drag and drop, par exemple. Si tu veux utiliser toutes les fonctionnalités de base pour faire une vraie application drag and drop. Pour faire des formulaires. Donc, l'application, après ça, tu as un tree view, puis tu prends ta coche, tu déplaces, comme on faisait dans le bon vieux temps des Windows Forms. Exactement. Tu peux gérer des layouts différents, un petit peu comme une application FAT, c'est-à-dire des menus qui sont collapsibles, des sections de pages. Tu peux jouer avec du média pour faire des plugins comme Flash Media Player, Silverlight. Tu peux utiliser tout un système de navigation, un genre de sitemap, des menus. Tu as un paquet de plugins. T'en as au-dessus de 200-300 plugins qui existent. Qui développe ça? La communauté. Et lorsqu'ils sont approuvés, testés, solidifiés, plugins.jQuery.com, et là, tu as accès à tout un ensemble. Autrement dit, c'est jQuery sur les stéroïdes. Donc, c'est vraiment, tu as accès à une richesse incroyable. Donc, les sites qui sont extrêmement dynamiques, pas de postback, rien, dites-vous une chose, faites un view source sur la page HTML et vous allez voir une inclusion d'un fichier JavaScript jQuery, c'est pas mal sûr, parce que c'est la librairie la plus connue là, dans le marché. Parce que ce qu'il faut se dire, en fait, d'après ce que tu expliques, là, c'est si aujourd'hui je lance un nouveau développement avec des pages HTML ou même avec n'importe quelle technologie, ça peut être .NET ou Java ou autre chose, mais si je veux faire de la manipulation, des animations ou quoi que ce soit du côté furteur en JavaScript, il faut que j'utilise jQuery. Oui, tu peux pas. Écoute, à moins vraiment de ne pas aimer les frameworks par-dessus d'autres frameworks, à quelque part JavaScript, c'est un API. jQuery va par-dessus ça parce que JavaScript est assez archaïque à la base. Donc, avec ça, honnêtement, tu peux tout faire. Je pense que ça vaut la peine de l'apprendre et de travailler avec. À mon avis, dès que tu travailles avec, c'est un incontournable. Puis moi, je le vois déjà au niveau .NET, dans le monde .NET, depuis que Microsoft a annoncé qu'il était pour faire partie intégrante. Donc maintenant, officiellement, qu'il est avec ASP.NET MVC. Et dans les prochaines versions de Visual Studio, il va être vraiment livré avec. Je vous dirais que c'est un incontournable. Je pense que n'importe quel projet ASP.NET se doit d'utiliser jQuery dans n'importe quel projet. Donc, on n'aura même pas besoin de le télécharger séparément. Là, il va être déjà livré. Avec Visual Studio 2010. Oui, VS 2010, puis tous les nouveaux développements d'ici là que Microsoft va faire, les nouveaux produits qui s'installent avec un MSI, peu importe. Donc là, présentement, c'est ASP.NET MVC, mais s'il y a d'autres produits d'ici là, ça va être intégré avec. Donc, il y a une autre particularité que je vais vous parler. Qu'est-ce qu'on fait avec Ajax Framework de base? On oublie l'update panel, on oublie l'update progress, on oublie tout ce qui est server-side. Au niveau client-side, qu'est-ce qu'on utilise dans jQuery et qu'est-ce qu'on utilise dans Ajax de base? Il y en a qui vont préférer continuer d'utiliser le framework Ajax parce qu'il fait, je vous dirais peut-être déjà 50% de ce que jQuery fait, ok, mais peut-être pas d'une façon optimale. La preuve, là je vous donne mon opinion. Là. Avez-vous déjà essayé de regarder ou de développer un contrôle Ajax Control Toolkit? Le JavaScript qui est en arrière de ça, c'est extrêmement compliqué. On les développe pas, on les achète des fabricants. Non, mais le Ajax Toolkit. Moi, je parle du toolkit de Microsoft. Il n'y a presque pas eu de contribution. Il n'y a pas eu de contribution. Bon, ce que Microsoft nous dit, ils ont focusé beaucoup Silverlight. Tous les développeurs du toolkit ont été vers Silverlight, mais il faut pas se le cacher, là. Ah. La communauté a pas, ben oui. Ils ont été vers Silverlight. C'est ce que j'ai raconté il y a quelques minutes. Non, mais le but de cette librairie-là, c'était aussi que les gens contribuent, la communauté contribue. Oui, parce que c'était beaucoup. Exactement, c'était sur Codeplex, pas pour rien. Et ça n'a pas été un succès au niveau de la communauté. Microsoft n'a pas envie de dépenser des milliers de dollars avec du monde staffé là-dessus. Donc, ce qu'ils font, c'est qu'ils ont mis ça sur Codeplex. Le monde peut y aller. Il y a 2-3 programme managers qui s'occupent de ramasser tout ça. Il n'y a pas eu d'update depuis son lancement. Donc, ça veut tout dire. C'est très complexe. Et là, ils se sont rendus compte que leur framework, encore là, je donne une opinion,
Leur framework est peut-être trop complexe par rapport à des librairies comme jQuery. Ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, Microsoft nous vend le nouveau framework Ajax comme ASP.NET Ajax, c'est quoi? C'est des requêtes Ajax, donc Ajax Request. C'est des components et controls, donc Update Panel, Update Progress. C'est des clients templates, ce qui s'en vient à Ajax 4.0 pour faire des data grids en HTML pur. Et c'est un Ajax Functional Toolkit. Ça, c'est la portion ASP.NET, mais pour compléter le framework Ajax, on s'entend, c'est du marketing. On dit que jQuery va venir compléter le framework Ajax avec les sélecteurs, l'animation et les plugins. Ils nous parlent pas d'Ajax dans jQuery, Microsoft, parce qu'ils disent, on l'a déjà, ça marche déjà. Et honnêtement, c'est vrai, ça marche bien. Donc, je vous disais que jQuery, il y a 3 gros blocs que Microsoft prétend que c'est un ajout à leur framework. Mais toi, Dominique, est-ce que tu utilises l'offre de Microsoft ou tu utilises l'offre aussi de jQuery quand tu travailles de côté Ajax? Non, moi, je prends celui de Microsoft. Parce qu'il est plus près des contrôles ASP.NET, puis t'es sûr et certain que c'est 100% compatible. Ta compréhension du marché, est-ce que les développeurs... Encore là. Si on prend par exemple Aurélien, qui est un programmeur à Ajax, qui vient de la compagnie Wigam, qu'on connaît très bien, puis dernièrement, justement, on a vu à Seattle une des applications Moagui qu'il avait développées au niveau Ajax. Regardez, moi je pensais que c'est une application Windows. Tellement que c'était vraiment light, vraiment bien faite, très bien structurée. Tu peux pas te rendre compte que c'est une application Ajax web, je vous dirais. Lui, quand tu regardes son blog, il est très exactement comment Microsoft le présente. Gardez ce qu'il y a de built-in au niveau du framework Ajax, très solide, très proche de ASP.NET, et ça c'est important. Mais ce qui nous manque, on n'a pas voulu leur développer des réinventer la roue. Prenez les sélecteurs, les animations, les plugins qui existent dans jQuery, puis ça va venir compléter le framework. Puis honnêtement, je vous dirais que si vous suivez le blog de Aurélien, vous allez voir que il donne des comparaisons entre les deux. Puis je vous dis, ça a du sens. Qu'est-ce qu'il dit? Donc moi aussi, je pense que j'adhère à ça de dire jQuery c'est un complément au framework Ajax. Et je vous dirais que c'est un avantage même de l'utiliser. Je pense pas que je remplacerais ce qui est ASP.NET parce qu'il faut pas jamais oublier que à travers les postbacks, tu as besoin du view state quand tu es un développeur ASP.NET. Donc je vous dirais que c'est un complément. Puis pour les développeurs qui ont commencé à utiliser le MVC Framework, ça peut se compléter. Ben, je vous dirais que c'est un must parce qu'il faut jamais oublier que ASP.NET MVC, c'est un retour en arrière sur le développement traditionnel qu'on faisait dans le temps avec ASP. Oui, MVC amène un nouveau pattern de développement que tout le monde connaît, par exemple dans le monde Java, MVC, sauf qu'on retourne en arrière sur les server control. On n'a plus de server control. On utilise des contrôles HTML standards de base, plus de postback, plus de view state. On est rendu de base. Qui dit développement de base, qui dit on retourne au HTML pur, qui dit HTML pur, beaucoup de JavaScript, qui dit JavaScript, ça te prend une librairie. Donc je vous dirais que c'est pas pour rien qu'ASP.NET MVC est déployé built-in dans le setup d'installation avec jQuery. C'est pas pour rien. Oui, il va y avoir des contrôles déjà développés prochainement pour ASP.NET MVC précisément, mais je vous dirais que jQuery, tu ne peux pas t'en passer avec le framework ASP.NET MVC. Ça, c'est sûr. On s'entend que la communauté qui utilise le ASP.NET MVC, c'est une communauté qui croit beaucoup à la simplicité dans les interfaces utilisateurs. Donc, eux, les fameuses interfaces vectorielles à la Silverlight, c'est peut-être pas leur tasse de thé. Non. Donc, cette communauté-là va vouloir rester avec cette approche-là et eux, jQuery est un bon complément. Oui, exactement. Puis, je pense que ce type d'application-là, MVC, c'est un site web transactionnel, mais très standard, très basic. Tu peux avoir certaines petites animations, mais juste pour que ça soit clean, classique. Sauf que jQuery va juste venir complémenter l'accès à certains tags HTML pour pas que tu es obligé de prendre du JavaScript custom pour Firefox, Safari, ainsi de suite. Donc, Dominique, si on a des auditeurs qui, eux, ont pas la chance encore de travailler avec jQuery, mais qui font des sites web où est-ce que l'interactivité est importante, puis ils disent « Hey, je veux vraiment démarrer avec jQuery », c'est quoi le chemin le plus simple? Plus simple, jQuery.com. Donc, honnêtement, c'est exactement ce que Microsoft va vous dire aussi. C'est la librairie Ajax, pour le moment, elle est même pas téléchargeable à partir du site de Microsoft. Donc, pour vous montrer à quel point ils se sont dissociés. Est-ce qu'il y a aussi, supposons que quelqu'un veut pas embarquer tout de suite mais voudrait avoir des exemples de code, voudrait avoir il y a des livres qui ont été écrits ou des articles? Oui, il existe certains livres. Allez sur Amazon, tapez jQuery, vous allez en trouver. Sauf que, à mon avis, ça vaut pas la peine d'acheter un livre. C'est tellement facile à utiliser. Vous allez sur jQuery.com, vous allez voir dans les exemples, dans les tutoriels,
Chacun, il y en a. C'est plein à craquer. Vous faites des petites recherches, vous allez trouver tout ce que vous avez, des exemples de code précis. Vous allez là, vous downloadez, et c'est simple le download. C'est un .js. Vous downloadez la librairie, vous faites un include dans une page HTML, prenez certains exemples de code. En une journée, vous êtes fluide dans jQuery. Ça, c'est simple. En une journée, vous êtes... Puis ce qui est intéressant, c'est que vu que c'est utilisé par la communauté .NET, mais aussi la communauté Java, PHP, ben il doit y avoir plein d'exemples partout. Il y en a partout. Il y a des paquets de sites qui traitent de jQuery. Puis c'est une des raisons pourquoi jQuery a un succès, c'est que tout le monde y contribue et qu'il y a une personne qui s'occupe de la maintenir et de solidifier tout ça. Je vous dirais que oui, vous n'avez pas besoin d'acheter de livres. Ça peut être bon pour quelqu'un qui aime plus lire papier, mais les exemples de code, pour un programmeur, là, les exemples de code sont suffisants. Puis une autre particularité hyper importante, avec l'arrivée pour la première fois d'un open source qui provient d'un fichier JavaScript d'une autre compagnie intégrée aux outils Visual Studio, Microsoft a développé un fixe qu'on peut installer dans Visual Studio qui fait en sorte qu'on est capable de documenter une librairie JavaScript, même custom que vous développeriez, de façon à ce que vous êtes capable d'avoir l'IntelliSense et la documentation live dans Visual Studio. C'est-à-dire que vous installez un autre fichier JavaScript, par exemple, jQuery.js, et à côté, vous mettez un fichier qui s'appelle jQuery.vsdoc.js. C'est un autre fichier JavaScript qui est la même librairie, mais qui contient toute la documentation au complet dans cette librairie-là. À quoi elle sert? Du moment que l'extension vsdoc.js, c'est celle-là qui va être utilisée dans le développement en mode debug dans Visual Studio. Sauf que quand tu fais un release final, tu ne déploies pas ce JS-là. Tu prends seulement la librairie standard. Ce qui va te permettre de faire quoi? Du moment que tu vas coder du JavaScript n'importe où, dans n'importe quelle de tes pages, tu as l'IntelliSense disponible, donc très facile à coder, très facile à trouver la documentation, c'est live dans l'outil de développement. Donc, ce fixe-là dans Visual Studio, vous pouvez le télécharger directement du site de jQuery et vos propres fichiers JavaScript pourraient être documentés à la jQuery de la même façon et vous allez être capable de documenter, d'avoir de l'IntelliSense propre pour vos fichiers JavaScript. Donc, je vous dirais que ça, c'est la nouveauté qui a été instaurée à l'aide de JavaScript. Ce fixe-là, est-ce qu'il existe pour Visual Studio 2008 et 2005 ou seulement 2008? Je crois que c'est seulement Visual Studio 2008 parce que on peut, pour la première fois en VS 2008, débugger du JavaScript. Ah, ben oui, ouais. Donc, toute l'histoire du référencement, de debugging, documentation, ça vient avec VS 2008. Ouais, ça fait du sens. Ceci dit qu'il y a peut-être quelqu'un qui l'a peut-être tweaké ou développé pour VS 2005, il faudrait aller vérifier. Mais je vous dirais que pour le moment, c'est VS 2008. Et ça va être built-in dans 2010. Oui, exactement. Donc, VS 2010 Beta 1 qui devrait arriver certainement cette année, cet été ou cet automne, on espère. Donc, vous allez déjà pouvoir le voir là, dans les projets. Donc, Tantôt, tu parlais de plugins. Je vais aller chercher où les plugins? plugins.jQuery.com. C'est tout. Vous avez juste à taper ça. Ou jQuery.com, vous allez avoir une section plugins. Cliquez là-dessus, vous allez pouvoir télécharger. Dominique, pour terminer l'entrevue, moi, j'ai envie de te demander, vu que toi, tu as toujours une veille technologique sur ce qui se passe dans le monde web, du côté ASP.NET, du côté Silverlight, est-ce qu'il y a un ou deux blogs là, que tu voudrais recommander à nos auditeurs en disant, ça, là, c'est des blogs que moi, je lis, puis c'est absolument, j'ai réussi à voir tout. C'est peut-être juste l'agrégation du fameux blog d'ASP.NET. Si c'est par rapport à tout ce qui est JavaScript, vu que c'est un petit peu le sujet, là, Ajax, JavaScript, j'en ai deux. Je vous dirais que le blog de Bertrand Leroy, lui, toutes les nouveautés, Ajax, client template, ASP.NET, jQuery, c'est lui qui s'occupe de ça. Je vous dirais donc weblogs.asp.net/bleroy. Vous tapez Bertrand Leroy blog. Non, on va mettre le lien sur la page exactement. web. Et il y en a un autre. Lui, c'est une personne qui contribue beaucoup à la librairie jQuery qui s'appelle Stephen Walter. On aura le lien là sur le site. Ça en est deux qui est hyper important dans ce monde-là. Sinon, dans les autres, je vous dirais que évidemment le blog de Scott Guthrie, qui est plus pour les annonces maintenant, plus pour les annonces de ses produits, tout ce qui est ASP.NET, Silverlight, Ajax. Il y a quelques années, il pouvait faire des blogs de 10 pages avec beaucoup de codes sources, mais là, maintenant qu'il est vice-président... Non, et je te dirais plus que la vraie vérité, c'est depuis qu'il y a un enfant, il blogue moins. Donc, c'est pour mal plus ça. Lui aussi, il y a des contraintes. Exactement.
Puis, est-ce que tu as des blogs à recommander au niveau de Silverlight? Ah ça oui, ça évidemment, on en a beaucoup. Celui de Laurent? Ouais, non, honnêtement, celui de Laurent Duvaux. Il y a quand même beaucoup de stock Silverlight. Les autres au niveau qu'on regarde beaucoup, il y en a un qui s'appelle Sean Widdelmert, qui est notre partenaire pour le Silverlight Tour, qui est celui, je vous dirais, qui host, qui fait la formation Silverlight Tour partout aux États-Unis. C'est la référence au niveau Silverlight partout dans le monde. Il y en a un autre au niveau Silverlight c'est un autre employé de Microsoft qui s'appelle je connais juste son nom de famille qui est Delays, D-E-L-A-Y-S. Je vais mettre le lien là sur le blog. C'est à peu près ça. Il y a évidemment les deux blogs standards ASP.NET, Dino Esposito puis Jeff Prozise, que je suis beaucoup. Jeff Prozise a, entre guillemets, presque quitté le monde ASP.NET et maintenant il a l'air d'un gars pratiquement 100% Silverlight. Ah, donc même les gourous ASP.NET s'en vont sur Silverlight. Et je veux dire que lui, ses blogs sont incroyables. Il y en a beaucoup, c'est fréquent. Donc, je suis ça régulièrement. Donc, je vais vous donner les liens. Vous les aurez directement sur le site. Excellent. Dominique, on te remercie beaucoup. Ça fait plaisir. Encore une fois, une bonne synthèse de cette technologie-là. Nous, on fait la pause parce qu'on revient après ça avec les actualités. Assistez aux rencontres de la communauté .NET Montréal afin de parfaire vos connaissances des technologies.net et afin de faire du réseautage. Pour l'agenda des rencontres, veuillez consulter le www.netmontréal.com. .NET Expertise est un réseau de consultants indépendants et experts dans les technologies Microsoft.net. N'hésitez pas de consulter un de nos experts en visitant le www.net-expertise.com. Guy! Notre objectif, c'est de parler des actualités. Et il y en a une grosse cette semaine. Ah oui? Qui a pas à faire pantoute avec Microsoft ou .NET. Qui a peut-être à quelque part, va avoir un impact sur Microsoft. Ah, pas à long terme, certainement. En fait, c'est Oracle qui a acheté la compagnie Sun. Okay. Ça va avoir un impact sur Microsoft. Ben là, vous allez dire, bon, c'est la plateforme Oracle achète Sun. Oui, mais Sun a la main mise sur la plateforme Java, donc tout ce qui est Java, et aussi la fameuse base de données open source qui est MySQL. Mm-hmm. Donc maintenant et aussi OpenOffice là la suite de bureautique OpenOffice. Donc tout ça se retrouve maintenant dans le giron Oracle. Et tout le monde essaie de comprendre ou de justifier l'achat de Sun par Oracle, parce qu'il y a personne qui comprend très bien là pourquoi avoir déboursé je sais pas combien de milliards de dollars là. Je suis content que tu me confortes, parce que moi je comprends vraiment pas. Mais écoute, Oracle, c'est tout le contraire du monde open source, c'est très fermé. En fait, Oracle est moins bien perçu d'après moi là que Microsoft là-dessus. C'est une grosse shop de produits fermés, clos. Ben on sait qu'ils font leur argent dans ce qu'on appelle des produits qui sont des packages dans des marchés verticaux. Ouais, mais Oracle Financial par exemple, ils avaient acheté il y a quelques années PeopleSoft parce qu'il y avait une synergie potentielle pour eux autres d'aller chercher encore plus de marchés. Mais est-ce qu'ils vont offrir une version de ces produits-là qui vont rouler sur MySQL pour baisser leur prix? Pas sûr. Non, moi je pense que MySQL, en tout cas, j'aimerais pas avoir beaucoup d'investissement dans MySQL parce que je pense mais pas que OpenOffice, ça va leur servir à quoi? Je comprends pas. Moi, à quelque part, tout ce que ça me dit, c'est à peu près un move aussi désastreux, en tout cas pour la communauté Java, qu'il y a quelques années quand Oracle a acheté BAA. Tu te souviens, BAA, là, c'était des bons application server Java. Ça reste encore un des bons. Puis, en tout cas, Oracle a pas su tirer parti de ça. En tout cas, c'est pas une grande, en tout cas, aujourd'hui, BAA, quasiment disparu de la carte. Et là, ça veut-tu dire que dans 5 ans d'ici, on va pouvoir quasiment dire que Java, tout ça est rendu maintenant le runtime d'Oracle, mais a disparu de la carte. En tout cas, en fait, seul l'avenir va nous le dire. Mais ce qui est intéressant, c'est d'aller sur les sites de nouvelles au niveau informatique et de lire les commentaires des gens. C'est la panique. Moi, je lisais des commentaires des gens de la communauté MySQL. C'est la grosse panique, là.
Oui, mais c'est pire que ça. On a vu dans les dernières 2 ans une tendance assez lourde. En tout cas, à Montréal, je peux pas parler pour le reste de la planète, mais à Montréal, on la voit, beaucoup de top développeurs Java qui quittaient le phare Java pour dire, bon, je fais la migration vers .NET, vers Microsoft, faut que je reconnaisse que c'est là qu'il y a de la demande, c'est là qu'il y a du marché. Oui, mais d'un autre côté, moi, je me fais tout le temps l'avocat d'une saine compétition. S'il n'y a pas de compétition dans le marché, moi je dis, quand Microsoft est numéro 1, ils s'assoient sur leur laurier, ils sont excellents quand ils sont numéro 2 parce qu'ils veulent arracher cette première place-là. Mais c'est pour ça que je trouve ça triste, parce que l'achat de Sun par Oracle, c'est pas des bonnes nouvelles pour ceux qui voudraient qu'il y ait une forte compétition à Microsoft. À mon avis, la compétition va être un peu plus faible dans les années à venir parce que, bon, l'historique de Oracle, c'est pas, en tout cas, pas une bonne... Écoute, la communauté parle même de développer des branches, bon, c'est des produits open source, ça, mais développer des branches là, séparées, là, maintenant, puis c'est ce qui risque d'arriver. En tout cas, qu'est-ce que ça va impacter du côté Microsoft? Ben, en fait, c'est la saine compétition. Moi, je trouve que Java donne une saine compétition finalement à Microsoft. Donc, on voit l'évolution rapide de ces technologies-là parce qu'à cause de la compétition. Puis aussi, bon, du côté de MySQL, est-ce qu'on va voir les gens adopter SQL Express? Peut-être pas, mais bon. On verra, mais ce que moi je sais qu'on va voir encore plus apparaître, en tout cas, je suis pas mal sûr que parce qu'il y a beaucoup de programmeurs Java qui vont finalement, ça va être le dernier clou dans le petit cercueil. Ils vont dire, bon, là, faut vraiment que je maîtrise mieux la technologie .NET. On va voir apparaître, qui sont dans la base des gens qui comprennent c'est quoi le cycle de développement de logiciel. Donc, même souvent plus de maturité en fait de cycle de développement de logiciel. Donc, ça ne peut être que positif pour la communauté .NET de recevoir cette communauté-là. Et anyway, on verra. Seul l'avenir va nous le dire. Guy, pour ce qui est de la communauté .NET de Montréal, qu'est-ce qui s'en vient dans les prochains mois? Ben, il paraît qu'il y a un conférencier qu'on connaît qui va faire la prochaine conférence à la communauté, hein, je pense. Ouais, c'est toi, Dominique. Vous voulez dire que je commence à me préparer? Ouais, tu vas parler des outils Expression. Ouais, je vais tenter, non, je vais pas tenter. Je vais vous montrer, on voit toujours Microsoft Expression Blend parce qu'on parle de Silverlight, tout ça, mais il y a d'autres outils, hein, dans cette expression encodeur. On va faire de la manipulation de vidéo. Il va y avoir beaucoup d'audio-vidéo dans cette session-là. Expression design pour faire du design comme un petit peu à la Photoshop. On va faire expression web, un genre de penchant de Dreamweaver. On va tout voir la suite d'outils, 5 outils, la suite d'outils complets au niveau, pas juste au niveau développement, là, au niveau vraiment manipulation, tout ça. Et je vais vous faire là, certaines démos là, dans chacun des outils, comment chacun s'intègre. Donc, puis à la fin, on va faire, évidemment, vu que c'est l'outil principal, c'est Blend, on va faire un petit peu là de Blend, nouveauté. Donc, ça va être assez intéressant. On va voir comment manipuler des vidéos, on va faire des transitions, comment. Ça va être assez intéressant. Tu vas-tu nous montrer même un petit peu ce qui s'en vient dans Blend avec la capacité de faire des mock-ups des écrans? Oui, je vais prendre un petit. Juste une petite démo, rapidement vous montrer ça, j'ai hâte de 3 avec certaines nouvelles petites features qui existent, mais ce sera pas évidemment le cœur du sujet, mais on peut peut-être passer rapidement. Si vous êtes dans la région montréalaise, puis même si vous êtes un petit peu à l'extérieur de Montréal, faites un petit détour, venez voir ça va être bon. Ça vaut la peine, c'est la première fois que les outils, la suite Expression va être présentée au groupe. Donc, ça va être vraiment intéressant. La prochaine présentation. Ensuite, ben, écoute, on sait que TechEd, puis là, je vais rencontrer mon bon ami Stephen Forte de New York, qui vient nous visiter la semaine suivante. En fait, Stephen Forte part de TechEd, s'en vient directement à Montréal suite à ça. Puis sa présentation, ça va être c'est la même présentation qu'il fait à TechEd, c'est les tips and hacks avec SQL. Et ceux qui ont déjà vu Stephen Forte, c'est un conférencier hors pair, donc c'est à ne pas manquer. On apprend toujours quelque chose avec Stephen. Et on rit beaucoup.
Ouais, parce qu'il trouve toujours moyen de me prendre comme tête de turc ou de prendre Guy comme tête de turc. Faut qu'il alimente son présentation. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il va sûrement parler d'un de ses voyages, d'une montagne qu'il a conquis en quelque part, soit l'Himalaya ou autre chose, là. Ouais, ben là, ce qu'il faut lui dire, c'est oui, tu conquiers beaucoup de montagnes, tu montes beaucoup, mais c'est quand la dernière fois que tu as fait une conquête féminine? Là, on rentre dans un bon sujet pour avoir du plaisir avec Steven. Et ensuite, par la suite, on a un meeting sur Team System. Oui, avec c'est Team Build, c'est Wes McDonald de Ottawa qui va venir parler de Team Build. Ça, c'est la semaine suivante. Ouais. Donc, le 26, je crois. Et ensuite, là, c'est les présentations du mois de juin. On va vous en parler parce que nous, on a une prochaine émission dans 2 semaines où on va avoir une émission qui est déjà enregistrée, qu'on a fait au MVP Summit. Oui. Guy, tu nous décris un peu c'est quoi? Oui, c'est Bernard Fedotov qui va nous parler d'Application Lifecycle. Oui, donc la gestion du cycle de vie de développement logiciel. Une bonne émission. Puis ensuite, nous, on continue, puis rien ne nous arrête. On est déjà 4 ans derrière la cravate d'émission. On est là encore pour plusieurs années. On espère. Une émission toutes les 2 semaines. Sinon, on vous souhaite bonne programmation. Oui, merci encore Dominique. Merci. Moi, de mon côté, je vous invite évidemment à ma session là, du 4 mai, donc sur la suite expression. Puis s'il y en a qui sont intéressés à avoir des formations Silverlight, donc la prochaine qui est au mois de juillet à Montréal, juin à Paris, renatserver.com. Bon, ben nous, on revoit nos auditeurs dans 2 semaines. Merci, au revoir.